les paradoxes temporels apparaissent assez vite dans l'histoire de la pensée occidentale. L'intitulé de la table ronde évoque Zénon, alors qu'à mon avis, il ne s'agit pas vraiment d'un paradoxe temporel, c'est plutôt un paradoxe sur la notion d'infini et de mesure. Mais plus intéressant, c'est rarement évoqué, sont les paradoxes à l'égard du futur, et l'un qui est posé, c'est celui évoqué par Aristote dans de l'interprétation, qui montre que en fait ce qu'on évoquait avec Étienne Klein à la table ronde, que le principe de contradiction ne s'applique pas au futur. Le futur est indécidable, il y a une sorte de limite de la logique. Alors, de notre côté, de manière plus générale, le paradoxe temporel est utilisé en philosophie à titre d'expérience théorique. Il y en a un très joli qui est le paradoxe du mari temporel, qui a été évoqué, je crois, la première fois par l'américain Putnam, et qui est le suivant. Imaginons que vous êtes un homme amoureux de sa femme et votre mariage ne bat de l'aile, ça va plus, mais vous voulez retrouver l'intérêt et l'amour que vous partagiez avec votre épouse. Donc ni une ni deux, vous construisez une machine à remonter dans le temps. Vous remontez 10 ans avant, 15 ans avant, lorsque tout allait bien dans votre couple. Bon, broutille, vous vous débarrassez du moi de l'époque et vous vous présentez à votre épouse. Et ce qui est intéressant dans le paradoxe du mari temporel, c'est qu'il ne se passera rien. C'est-à-dire que vous rentrerez et vous reprendrez tout comme avant, même si entre-temps, durant les 15 ans, vous avez perdu vos cheveux, vous avez pris 10 kilos. C'est-à-dire que votre épouse va pas, en vous regardant, dire « Non mais dis donc, toi, tu ne serais pas venu de 15 ans dans le futur après avoir bricolé une machine temporelle pour éliminer ton moi présent et prendre sa place ». Non, le paradoxe temporel, là, il présente un intérêt qui est psychologique, qui est de dire que l'esprit, quelle que soit la situation, va s'adapter au réel, et il va prendre n'importe quelle solution, y compris illusoire, plutôt que d'admettre que le réel a une faille, un accident. Et moi, ce qui me semble intéressant, et j'arrêterai sur ça, c'est que le paradoxe en soi, que probablement on va évoquer, ne présente pas un réel intérêt, sinon amusant, formel. Si il n'est question que du paradoxe, le paradoxe me paraît intéressant s'il conduit à une réflexion plus générale, s'il est un moyen et non une fin. Quelle serait pour toi la différence entre ce type d'expérience de pensée philosophique que tu viens de décrire, qui n'est a priori pas de la science-fiction, et un traitement science-fictionnel du même type de paradoxe ? Disons que, effectivement, je pense que c'est une question de fin et de moyen. Le paradoxe temporel en tant que récit de science-fiction, il fait partie de l'héritage. Il a ses titres de noblesse de plein droit, mais il est même s'il est beau, il n'est que, me semble-t-il, formellement beau. Tandis que s'il a un usage philosophique, il permet de penser autre chose que le paradoxe lui-même, de penser par exemple, dans le cas présent, la possibilité de l'esprit, de la conscience, de s'adapter à ce pourquoi elle n'est pas préparée. Par exemple, la capacité d'improvisation de l'esprit. Claude, Xavier nous parlait à l'instant d'héritage de la science-fiction. Est-ce que la notion de paradoxe temporel fait partie effectivement des tropes science-fictionnelles habituelles? En général, bon, c'est un thème qui a été largement exploité par la science-fiction. Ce qui est le plus fascinant, je suppose, dans les histoires de paradoxes temporels, c'est le problème de la causalité. Il y a la disparition de la causalité, ou du moins il y a une causalité inversée, ou de toute manière impossible, qui amène à se poser des questions. Et je crois que l'histoire du paradoxe, enfin tous les jeux que l'on peut faire avec ça, jouent sur ces questions de causalité. Par exemple, il y a la rétrocausalité où quelqu'un du futur va prévenir le personnage du passé, d'agir selon telle manière afin d'empêcher un futur qui risque d'advenir. Bon, c'est un peu l'orphelin de Perdide. C'est aussi Universal War One de Denis Bajram, où là on a des boucles temporelles dans tous les sens, où des gens du futur viennent pour régler certaines choses.
Je suis tenté de me tourner vers les physiciens. On vient de parler de causalité. Est-ce que tu retrouves le même type de paradoxe dans tes expériences, Raphaël? Non, il n'y a pas vraiment de paradoxe. Enfin, en physique des particules, on manipule tout le temps la relativité restreinte d'Einstein. C'est tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'est-à-dire que très simplement, dans la relativité restreinte d'Einstein, il y a cette idée que le temps passe pas de la même façon pour tout le monde. Et donc les particules qui vont vite nous apparaissent comme vivant plus longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'elles ne vivent en réalité. Et ça, c'est pas du tout un paradoxe, c'est un truc contre-intuitif. Et il faut pas faire l'amalgame entre les deux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous, vivant à notre échelle de temps, c'est quelque chose qui nous paraît bizarre, mais pas paradoxal. C'est une fois qu'on l'admet, c'est bon. Donc j'aurais plutôt tendance à dire non, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde on étudie des mondes contre-intuitifs, mais il n'y a pas vraiment de paradoxe. Alors sur la relativité restreinte, le paradoxe, il y en a un, mais on ne l'utilise pas pour le coup dans les recherches fondamentales. C'est le paradoxe des jumeaux de Langevin, qui est donc si moi je vois, donc plutôt qu'une particule, prenons mon jumeau, c'est plus simple. Donc si moi je vois mon jumeau aller plus vite, donc si lui court ou s'il est parti dans l'espace, donc pour moi j'ai l'impression que le temps passe moins vite pour lui, et lui dans son référentiel par contre c'est pareil. Et lui, qu'est-ce qui se passe pour lui? Lui, vu de son référentiel à lui, il a l'impression que moi je vais très vite. Et donc il devrait y avoir la situation réflexive, et donc moi je pense qu'il devrait être plus jeune quand il arrive, lui devrait penser que je suis plus jeune quand il arrive, donc ça marche pas. On ne peut pas être et plus jeune et plus vieux que quelqu'un. Et en fait ça, quand on creuse dans la relativité restreinte, ce paradoxe il est aisément levé. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui est parti de la Terre, qui a accéléré, qui est soumis au ralentissement du vieillissement, enfin pas au ralentissement du vieillissement de son point de vue, mais c'est son temps à lui qui change par rapport au mien. Mais ça, c'est pas une situation qu'évidemment qu'on fait en physique, qu'on utilise beaucoup en physique des particules. Donc voilà, bon, en gros, j'aurais plutôt tendance à dire non, il n'y a pas vraiment de paradoxe dans le sujet scientifique qu'on utilise. Les paradoxes, ils sont levés en fait. Si on fait de la science, c'est que les paradoxes précisément sont levés, quoi. Et est-ce qu'il t'arrive d'en réintroduire en tant qu'écrivain? Est-ce que tu fais de la science-fiction pour pouvoir t'amuser avec des paradoxes? Ouais, non, tu m'as catégorisé tout à l'heure un peu comme hard science, et je récuse cette classification. Non, moi quand je fais de la science-fiction, c'est précisément, je fais de la science-fiction qui parle assez peu de sciences dures. Elle parle du monde scientifique un peu, c'est-à-dire des gens qui font de la science, de la façon de faire de la science, de la façon de vulgariser la science, et des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas d'inclinaison quand j'écris forte à mettre de la science dans mes bouquins. Mais il y a des gens qui le font. Hein, donc, encore une fois, j'aurais envie de répondre non à ta question. Ah, ça fait partie du jeu. Roland, toi, tu es physicien, j'imagine que tu me feras le même genre de réponse que Raphaël à propos de la physique. En tant que vulgarisateur, est-ce que tu es plus porté à jouer avec les paradoxes? Est-ce que c'est plus facile de s'appuyer sur des paradoxes pour faire passer des idées scientifiques? Alors, l'idée d'utiliser des paradoxes, j'appellerais pour certains dans le cas des jumeaux, je pourrais appeler ça un pseudo-paradoxe, que ça n'en est pas un, c'est de faire réaliser que la façon dont il est présenté habituellement, évidemment pose question, et donc ça met les neurones dans le mauvais sens, et on dit j'en sors pas, là. Et en fait de réaliser que si finalement on a les neurones dans le mauvais sens, c'est parce qu'on a posé la question d'une mauvaise façon. Et donc de réaliser que dans la vulgarisation des sciences, vulgariser d'ailleurs toute connaissance, quand on veut expliquer des connaissances à un large public, éventuellement ignorant ou découvrant avec appétit ces disciplines, la précision dans le langage est extrêmement importante, et la précision dans l'usage des concepts est extrêmement importante. Et donc quelqu'un qui fait de la vulgarisation et qui a à cœur de faire comprendre son message doit lui-même être très précis, donc avoir très bien digérer les idées dont il va parler, ce qui peut prendre du temps en démarrant, en étant, disons, jeune vulgarisateur, on peut ne pas y arriver et fauter d'une certaine façon, ne pas être assez précis, mais c'est ça l'objectif, de sorte que toutes les choses qui paraissent, comme on disait tout à l'heure, comme on dit paradoxales, sont en fait contre-intuitives, ne sont pas celles que l'on constate avec nos sens habituels, avec nos moyens habituels. Et ça c'est important parce que nous percevons le monde avec nos sens, les yeux, les oreilles, le toucher, le goût, la vue, je l'ai déjà dit, et l'odorat, essentiellement l'oreille et la vue, enfin les deux sens très fondamentaux, mais quand on touche
cette table et qu'elle a l'air lisse, pour prendre le toucher, en fait, évidemment, à l'échelle de mon doigt, elle a l'air tout à fait lisse, mais si je regarde à une échelle plus petite, elle ne l'est pas. Elle a l'air impénétrable, mais on nous dit que les atomes dont on est constitué sont essentiellement rempli de vide. Cette table, c'est essentiellement du vide, et pourtant je ne passe pas à travers. Quand on nous dit que les durées perçues par deux observateurs différents ne sont pas les mêmes, la durée qui sépare deux événements, dans le cas du voyageur, l'événement départ du voyageur et l'événement retour du voyageur, la durée mesurée par le voyageur de son voyage et la durée mesurée par celui qui est resté sur Terre n'est pas la même. Voilà des choses qui sont contre-intuitives, très contre-intuitives au regard de nos sens et de nos perceptions habituelles. Et donc, une difficulté de la vulgarisation, c'est de faire réaliser, et en étant suffisamment précis, convaincant et argumenté et clair, de faire réaliser que le monde que nous percevons avec nos sens est franchement très biaisé par ses sens, et que la réalité physique, les théories physiques et les instruments mentaux de la physique qui décrivent ce monde, finalement enlèvent des couches d'apparence qui s'imposent à nous et qui nous ont bloqués longtemps. Il est évident que le soleil tourne autour de la Terre, car tous les jours, il se lève là, il se couche là, tous les jours, il est évident que le soleil tourne autour de la Terre, et pourtant c'est exactement l'inverse qui se produit. Voilà un exemple, d'autres sont plus subtils, de situations contre-intuitives et qui peuvent apparaître comme paradoxales, mais qui ne le sont que le temps que l'on comprenne que finalement on avait mal posé la question ou mal envisagé la façon de comprendre ce monde. Et donc ça, comme vulgarisateur, utiliser les paradoxes, ou du moins faire réaliser que ce ne sont pas des paradoxes, mais des situations que nous comprenons mal ou que nous posons mal, et que la façon correcte de les poser lève toute ambiguïté. Alors là, au risque de révéler l'inadéquation de nos sens pour comprendre le monde, ou pour expérimenter, comprendre et révéler le monde physique, disons, réel. Ça fait du paradoxe en fait un outil pédagogique remarquable. Exactement, exactement. C'est-à-dire, ça part d'une question très forte, on se dit je comprends rien, ça va pas, il y a un problème, mais il faut réaliser que ce problème n'est finalement ne peut, dans certaines situations, il y a après les paradoxes philosophiques qui eux sont intéressants parce que eux on ne peut pas les lever par l'expérimentation directe ou l'observation directe, donc là ils sont intéressants comme outil mental. Les paradoxes, le paradoxe de la physique ou le pseudo-paradoxe de la physique, il est intéressant comme outil mental pour révéler finalement ce que la physique nous dit, l'inadéquation de nos sens à comprendre le monde physique tel qu'il se déroule à des échelles de temps, des échelles d'espace ou des échelles, les deux à la fois souvent, qui sont inadaptés, où nos sens sont inadaptés. Et donc, pareil, c'est un révélateur de notre incapacité ou des difficultés que nous avons à comprendre le monde par nos simples sens habituels. Je l'ai vu, donc c'est vrai. Il faut oublier ça, quoi. Je l'ai vu à la télé, enfin, je l'ai vu, donc c'est vrai. Non, ça ne marche pas. Essentiellement, ça se passe bien. Claude Eken existe, je l'ai rencontré, et ainsi que vous tous et vous tous dans la salle. Mais il y a plein de niveaux derrière ça qui font que c'est assez compliqué de décrire quand on parle de particules, d'objets microscopiques, d'objets rapides ou d'objets très lents. Les montagnes grandissent, la Terre se transforme, les montagnes poussent. Personne n'a vu pousser des montagnes. Évidemment, personne n'a eu le regard de 100 millions d'années ou 80 millions d'années pour pousser des montagnes. Vous devez vous envisager, autre situation très bizarre, je ne vais pas dire paradoxale parce qu'on les comprend très bien. Vous pensez que vous avez une identité, votre moi, la matière qui vous constitue, c'est vous tout le temps. Non, vous êtes un flux de matière, il y a de la matière qui rentre, il y a de la matière qui sort. Vous êtes constitué aux 3/4 d'eau, cette eau est entièrement remplacée à l'échelle de 1 mois. Donc les atomes qui vous constituent, il y en a les 3/4 qui dégagent en masse, qui dégagent à l'échelle de 1 mois. Dans votre masse, il y a à peu près 2 kg de vous qui sont des cellules non humaines. Vous êtes un biotope ambulant, avec des cellules non humaines dans vous, tout le microbiote et la flore intestinale, comme on dit, qui est absolument fondamentale à votre survie. Votre perception du temps, c'est n'importe quoi. Votre compréhension de l'espace, c'est n'importe quoi. Ça suffit bien aux échelles qui nous concernent. C'est ça, et les humains, ils résultent de ça. Mais il faut se défaire, et c'est tout un apprentissage compliqué d'enseignement, de suivi, de maîtrise, de pratique de la science ou de la philosophie, quand on se pose des questions de réflexion sur ce qu'est le monde, et qui est longue, et c'est ça tout l'intérêt de la vulgarisation, c'est parce que l'ignorant, le non-spécialiste du sujet va poser ces questions de manière très brutale, et il aura du mal à comprendre tout ça, que ça pousse dans ses retranchements ceux qui savent ou qui croient savoir et qui essaient d'expliquer. Donc c'est là où l'importance du paradoxe
entre guillemets, est très grande pour la discussion et la communication de la compréhension du monde. Néanmoins, vous pouvez rester dans la salle. Hein. Moi, donc on fait la distinction entre deux types de paradoxes là. Est-ce qu'on a des termes différents? J'étais en train de réfléchir, j'en trouve pas. Est-ce qu'il y aurait des termes pour distinguer le paradoxe qui est en fait un peu faux, qui est le paradoxe contre-intuitif, c'est ce qu'on a dit en amont, et puis les vrais paradoxes, comme par exemple le voyage temporel, qui pour le coup est un vrai paradoxe parce qu'on n'a pas la théorie du voyage temporel qui nous permettrait de lever ce paradoxe. A priori, on n'a pas de terme pour distinguer les deux trucs. Je sais pas si là, comme ça, s'il existe des termes qui les distinguent, mais déjà il y a l'objet porté qui diffère. Les paradoxes temporels sont des paradoxes déjà intellectuellement construits qui portent en général sur le temps qu'on va appeler, pour faire simple, objectif, le temps extérieur. Mais du point de vue du temps de conscience, du temps interne, il n'y a pas de paradoxe. C'est-à-dire que, par exemple, il va de soi que votre lecture de Asimov a influencé Shakespeare. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a personne ici, j'imagine, qui a une vie de lecteur qui correspond à l'ordre chronologique d'écriture des œuvres de l'histoire de l'humanité. Donc, si vous lisez Asimov à 12 ans et que vous lisez La Tempête de Shakespeare durant votre adolescence, c'est votre lecture d'Asimov qui va influencer Shakespeare. Et ça, on s'y fait parfaitement. De la même façon, il existe entre un événement et le souvenir de cet événement, une sorte d'intrication, d'impossibilité de séparation qui fait que vous allez penser l'événement passé à la mesure des sentiments que vous ressentez au présent. Par exemple, vous avez eu au mois d'août votre histoire d'amour, la plus grande histoire d'amour que vous avez vécue au mois de l'été. Puis il y a séparation, c'est la fin des vacances, drame, vous pleurez, etc. Événement triste. Et puis 10 ans après, le temps a passé et vous vous dites bon, c'était quand même assez rigolo finalement. Autrement dit, un événement situé dans le passé, triste, va provoquer dans son souvenir une réaction joyeuse. Et ces deux événements sont inséparables. De la même façon, vous avez vécu, mettons, une fête de famille heureuse. Et puis le temps a passé, là aussi, et 10 ans après, vous vous souvenez de ce merveilleux moment, mais entre-temps, les gens ont disparu, certains sont morts, d'autres vous n'avez pas vu, et vous allez être triste. Autrement dit, vous avez séparé dans le temps l'événement et le souvenir vécu de cet événement, qui sont inextricablement liés, qui sont inséparables, mais qui provoquent des réactions différentes. Et pourtant, dans les deux cas, que ce soit Asimov qui influence Shakespeare ou cette réaction à un événement passé dans le présent, ne sont pas vécus comme des paradoxes. Autrement dit, il me semble que les paradoxes temporels sont des paradoxes toujours liés à la temporalité extérieure. Je te reprendrai peut-être sur une chose, c'est que la lecture d'Asimov n'influence pas Shakespeare, mais influence notre lecture de Shakespeare. Mais comme Shakespeare existe à travers les lectures... Effectivement. C'est vrai qu'il y a peut-être... là, c'est le temps interne et c'est plutôt notre sens de la chronologie. Si l'on veut, on se balade à travers le temps dans notre mémoire sans cesse. Puisque le temps, c'est aussi une affaire de mémoire, étant donné que c'est une question de perception. Et lorsque l'on discute entre nous, on peut très bien évoquer des situations, des souvenirs qui appartiennent à des tranches temporelles complètement différentes sans que ça ne pose aucun problème. Lorsqu'on voit, puisqu'on parlait d'Asimov, la fin de l'éternité, alors l'un des paradoxes qui est posé là, c'est que donc il y a des gens qui essayent de changer l'histoire de manière à éviter les grands drames et les grandes catastrophes. Évidemment, le jeu intellectuel fait que ça ne fonctionnera jamais. On a empêché Hitler de naître, par exemple, et puis advient quelque chose d'autre qui sera pire encore. À force de repasser
au même endroit, dans les mêmes boucles temporelles, il arrivera au personnage de se croiser lui-même, puisqu'il est déjà passé par là. Donc là, c'est une impossibilité. C'est même pas un paradoxe, c'est une impossibilité. Mais moi, le plus grand paradoxe qui n'a peut-être pas été révélé là, c'est que tous ces gens qui manipulent le temps se situent dans un endroit qui est hors du temps. Et alors là, je ne vois pas comment c'est possible, parce que si c'est hors du temps, il n'y a plus de temps, et pourtant, leur temps chronologique continue à fonctionner. Et là, il y a vraiment une impossibilité. Je rebondis encore sur Claude, sur toi, sur cette histoire d'aller-retour dans le temps. Il y a un fameux paradoxe de l'écrivain où mon moi futur, ou maintenant, là, j'ai une idée géniale, je vais dans le passé, je me la donne quand j'ai 30 ans de moins, et c'est celui d'il y a 30 ans de moins qui la publie, mais c'est moi qui l'ai faite. Alors voilà, il y a une sorte d'effet qui est sa propre cause. Alors ça, en fait, on vit très bien avec ça au quotidien parce qu'on s'imagine, on se projette parfois dans le futur, on se dit dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire, là, j'ai 2 enfants, ils sont petits, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme études, on prévoit l'école où ils vont aller, ou le genre de voyage qu'on va faire, donc ou les choses qu'on ne veut pas faire. Et donc, on se projette par la mémoire, donc là, c'est un outil complètement interne, on se projette dans le futur pour finalement influencer pour agir dans le présent en se disant ah oui là j'ai 2 enfants, peut-être j'en aurai un 3e, il s'agirait que je commence à économiser pour une voiture plus grande ou acheter une nouvelle maison, et donc ça prend des conséquences maintenant. C'est je prévois quelque chose de potentiel, c'est comme si mon moi du futur me parlait mais en même temps, et j'agis dans le présent. Donc on joue un peu avec cette affaire, c'est pas vraiment mon moi du futur qui me dit attention Coco, il y a 2 enfants qui arrivent, il va falloir faire un effort quoi, il faut acheter une maison, faire quelque chose. Et donc on a quand même cette rétroaction dans le temps, et pour la partie de être dans le hors du temps pour voir le temps, ça c'est une capacité humaine, c'est une béquille mentale qu'on a aussi dans l'espace. On a beaucoup de mal à se représenter un espace si on ne se le représente pas comme étant extérieur à l'espace. Par exemple, je vois cette table, elle est plane, tout va bien, mais se représenter la Terre, alors on se dit je la vois de l'extérieur, c'est une sphère, mais on peut complètement qualifier les propriétés géométriques de la surface d'une sphère en étant à sa surface, ou on peut qualifier les propriétés géométriques de notre univers en étant dedans et en n'ayant pour le coup aucune possibilité physique d'en sortir pour dire ah je vois l'univers de l'extérieur, ah ben c'est marrant, il a cette forme, etc. Et dans l'espace-temps, qui est la bonne structure pour décrire à la fois l'espace et ce qu'on appellerait l'espace d'un côté, le temps de l'autre, qui est la bonne structure par les physiciens, on ne peut pas s'extraire de ça, mais on peut montrer qu'on est capable de décrire sa structure uniquement par des mesures internes. Et en même temps, notre cerveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre cerveau n'est pas capable de faire autrement que de cette béquille mentale d'avoir le point de vue de Dieu, quoi. Je m'extrais de tout ça et je regarde l'extérieur, je dis ah oui le temps, mais je vois très bien, et ça, il s'est passé ça, et dans l'espace aussi. Et donc ça c'est aussi un biais finalement de notre cerveau qui nous impose une façon de voir le monde qui est pratique pour nous, qui est opérationnelle, efficace même dans certains points de vue, parce que c'est comme ça qu'on vit tous les jours et c'est comme ça que ça tourne, mais qui n'est pas la réalité du monde. On est dedans, dans cet espace-temps, dans cet univers unique dont on ne peut pas sortir, qui est peut-être infini, ce n'est pas bien sûr, mais en tout cas qui est très grand et dont on ne peut certainement pas s'éloigner facilement, et en pratique, mais même en réalité, si cet univers est infini, et qui est très différent de la façon dont les physiciens envisagent, ou les physiciennes envisagent le monde d'une façon très différente du citoyen ou de la personne humaine qu'ils sont quand ils vivent leur vie de tous les jours. Et cet aller-retour-là est très compliqué. C'est-à-dire, enfin, quand je dis compliqué, pour quelqu'un qui n'a pas ces idées de physique en tête, évidemment, ça n'arrive jamais, donc la vie est belle et tout se passe bien. Pour quelqu'un qui fait de la physique, c'est pas sans influence. Ça veut dire essayer de penser la vie de tous les jours comme le ferait un physicien, c'est pas souhaitable d'abord, mais c'est aussi marrant, ça peut être aussi marrant de temps en temps. On peut se casser la gueule vraiment parce qu'on a raté une marche, parce qu'on a pensé à un autre truc. Par exemple, imaginez au lieu de penser tous vos déplacements individuels sur la carte du monde venant de tous les endroits d'où vous venez pour arriver ici et maintenant, vous n'êtes pas que ici, vous n'avez pas convergé que géographiquement, vous avez aussi convergé temporellement. Vous êtes parti à des moments différents, pris le train, la voiture, le métro, etc., couru parce que le tram avait du retard. Et il faut imaginer que spatio-temporellement, vous êtes des lignes qui se sont toutes déplacées de manière très bizarre et qu'elles se sont toutes rejointes à un endroit qui est ici et maintenant, parce qu'on a réussi à se mettre d'accord sur un espace et un temps commun, parce qu'essentiellement c'est la même chose pour vos vitesses habituelles, mais que ça serait très compliqué si on était vraiment relativiste. Ça veut dire que
Il n'y a pas d'ici et maintenant, il y a juste des lignes d'univers qui vont se croiser, et qui éventuellement vont se croiser, qui font que là, on est tous ensemble, à peu près au même endroit et au même temps, semble-t-il. Mais il faut imaginer ça. Essayez de vous imaginer maintenant de vous déplacer spatio-temporellement. L'espace à 2 dimensions, parce qu'on prend l'avion, d'accord, mais enfin, à la limite, on est encore collé à la surface de la Terre, et temporellement, la 3e dimension, on la met comme le temps, et vous voyez tous ces déplacements qui se font. De temps en temps, on se casse la gueule dans l'escalier quand on s'arrête comme ça. C'est vraiment marrant. Et essayez d'appliquer ça quand vous voyez dans un miroir, vous ne vous voyez pas au moment où vous pensez, le temps que la lumière arrive et revienne, il y a des infinitésimales, mais habituez-vous à penser de façon relativiste, au sens de la relativité restreinte d'Einstein, et vous verrez que votre monde va devenir incroyablement incroyable, quoi. Alors moi j'ai une question pour mes camarades physiciens, c'est une question qui peut paraître bébête, mais si on voyage dans le temps et qu'on se rencontre soi à un autre âge, en quoi il y a problème? Parce que le corps n'est pas le même, l'occupation dans l'espace n'est pas la même. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas de se rencontrer. Le problème, c'est la mémoire que chacun a. C'est-à-dire qu'il y en a un, moi à 20 ans et moi à 40 ou à 50 ans, je me rends compte, des 2 mois à 20 et 50 se rencontrent. Il y en a un qui a la mémoire de ce qu'il était à 20 et l'autre qui n'a pas la mémoire de ce qu'il sera à 50. Mais il n'y a pas ça pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème particulier. Au point que ce genre de choses, on peut l'imaginer, peut-être, je vais laisser Raphaël en parler, sur les particules, qui elles n'ont pas de mémoire, elles ne vieillissent pas. Donc nous, les problèmes, ils arrivent parce qu'on a une mémoire, on vieillit, on se voit vieillir, on sent quelque chose qu'on appelle le temps qui agit sur nous, mais une transformation. Les particules, alors certaines se désintègrent, mais le proton, qui a une durée de vie estimée extrêmement grande, peut-être infinie, ben, elle n'a pas de mémoire, elle ne vieillit pas. Et donc, une particule qui se croiserait elle-même, il n'y a pas d'impossibilité, ça ne pose pas de problème particulier. Non, le seul vrai problème, c'est la causalité. Et ça, c'est complètement indépendant du sujet, quoi. Donc, pour moi, le seul vrai problème, c'est uniquement la causalité. C'est-à-dire que si tu influences dans le passé ce qui se passe dans le futur, alors soit un peu à la Bajram, que tu en parlais tout à l'heure, tu fais vraiment des boucles temporelles où c'est inéluctable. Forcément, ça s'est passé, donc ça doit arriver. Donc, tu es obligé d'aller dans le futur si tu t'es rencontré dans le passé, si tu te souviens de t'être rencontré dans le passé, bah forcément tu vas être obligé d'y aller. Alors ça c'est difficile, ça. On se demande comment c'est possible, c'est-à-dire on perd son libre arbitre, on est obligé d'aller faire quelque chose dans le passé, ou toute autre situation non causale comme ça. Et c'est ça le vrai problème de la physique. C'est-à-dire que si on veut voyager dans le temps, il faut inventer une physique qui le permet, dans laquelle la causalité peut être au moins violée. Alors est-ce que c'est inéluctable ou est-ce qu'il y a plein d'univers parallèles qui se créent selon les différentes boucles causales, enfin non causales justement, qu'on introduit dans le système? C'est ça, pour moi c'est ça l'unique problème. Si tu règles ce problème-là, tu peux te rencontrer dans le passé, il n'y a aucun problème. Oui, la question de restaurer la chronologie, hein, ou de conserver une certaine causalité. C'est là où on a certaines histoires où on va dans le passé juste pour s'assurer que tel événement s'y produise bien, parce que sinon on aura quand même un problème. C'est un peu Moorcock, Voici l'homme, hein, où celui qui va dans le passé décide de devenir Jésus-Christ. Il était suicidaire, donc ça tombe bien, il se fera crucifier, parce que sinon il s'était bien rendu compte que le Jésus qu'il y avait à l'époque à Palestine était une sorte de pauvre air qui n'avait aucun intérêt et qui n'avait rien de charismatique. Il y a aussi l'équivalent où tous les gens qui assistent à la crucifixion ne sont que des voyageurs temporels qui veulent voir la crucifixion de Jésus, et il n'y a plus que ça. Ça, ce sont les temps parallèles de Silverberg. À partir du moment où il y a des voyages dans le temps, les gens viennent assister à la crucifixion, mais comme ils viennent de toutes les époques du futur, il y a de plus en plus de monde, il n'y a vraiment plus aucune place pour pouvoir y assister. C'est comme ça que tu crées une religion, en fait, en upgradant à chaque fois. Et là, c'est-à-dire, il y a tous des voyageurs du futur qui disent il y a une table ronde absolument géniale qui s'est passée il y a 3 ans, ben on va y venir, et donc en fait, il n'y a absolument personne d'ici et maintenant qui est présent dans la salle, ce ne sont que des voyageurs du futur. D'ailleurs, bientôt. C'est comme ça que tu fais les Utopiales. C'est comme ça qu'il y a de plus en plus de monde chaque année aux Utopiales, on lance des invitations dans le futur et ils viennent du futur. Levez les bras ceux qui viennent du futur. Ben voilà. Je te l'avais dit. Roland, tu nous disais tout à l'heure que en science, le sens des mots avait été crucial. Je crois même que Léon Grégoire nous dit quelque part que la science commence là où les mots ont un sens bon et infini. Est-ce qu'un des paradoxes du temps, c'est pas justement que c'est un mot qu'on a bien du mal à définir sans remonter jusqu'à Saint-Augustin? Mais est-ce qu'en tant que physicien, tu peux donner une définition du temps? Non. Ce que je peux donner, c'est une façon dont nous construisons le temps et de réaliser que cette façon, du coup, nous est propre à chaque individu
même si la façon dont j'expose la construction est toute théorique. Mais ce qui se passe en pratique, c'est qu'on accumule des durées successives. Vous avez un phénomène périodique, vous constatez le soleil revient régulièrement, la lune, vous faites des efforts pour vous renseigner là-dessus, vous observez, faites des plans, et du coup vous établissez une récurrence, un événement, ou l'intervalle de durée qui sépare deux événements, vous les accumulez, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, et puis à des événements, vous étiquetez, vous construisez comme ça une sorte d'empilement de durées successives et qui permet après de faire une chronologie, et vous étiquetez des événements dans cette chronologie, et cette chronologie permet après de comparer, ça s'est passé avant, ça s'est passé après. Si ce n'est pas des mouvements astronomiques, c'est des mouvements mécaniques, des pendules, des mouvements pendulaires, des ressorts, des horloges atomiques, maintenant des choses très subtiles, donc c'est pas vous, bien sûr, qui faites ça, mais c'est ça l'idée. Et même vous, d'une certaine façon, votre temps interne, vous pourriez le construire simplement avec vos battements cardiaques, qui sont, on ne peut pas dire une horloge parfaite, mais d'une certaine façon, votre durée de vie elle est limitée par le nombre de battements que votre cœur pourra effectuer avant de tomber raide. C'est en gros entre 2 et 3 milliards, ça paraît assez peu. Si votre cœur bat à peu près une fois par seconde, 1 milliard de secondes, ça pourrait être 33 ans. Vous voyez, donc votre espérance de vie, disons 80 ans, 90 ans typiquement, voilà, ça peut être moins, plus, ça dépend de plein de choses, mais voilà, vous avez typiquement 2 à 3 milliards de battements cardiaques, vous avez une horloge interne et vous pourriez construire entièrement votre histoire en étiquetant un par un vos battements cardiaques et en dit « Ah ben j'ai vu cette chose se produire au battement 257 852 503, etc. » Donc cette construction toute théorique, pour vous, elle est faite en pratique par la physique, par accumulation de durées successives, et ça construit cette chronologie. Le problème, c'est que la physique relativiste montre que la durée qui sépare deux événements dépend de l'état de mouvement des deux observateurs. Un qui serait, disons, fixe par rapport à ceux des événements et l'autre mobile par rapport au premier observateur, vont mesurer des durées différentes. Et si l'on comprend le temps comme la construction faite par accumulation de durées successives d'événements périodiques que je sais bien mesurer, enfin que je sais bien repérer, eh bien, des deux observateurs vont construire des temps différents. Et donc, on a chacun un temps propre, parce qu'on a des durées propres qui dépendent de votre état de mouvement. Et même, si on prend ceux qui nous écoutent au sommet de la mezzanine, qui sont à des altitudes qui ne sont pas les vôtres, et même nous qui sommes légèrement plus hauts que ceux qui sont assis en bas, les durées mesurées ne sont pas les mêmes à des pouillèmes de ridiculissime près. Néanmoins, cette perception des durées est différente pour tous les observateurs, et d'une certaine façon, ce temps construit par accumulation de durées successives ne peut être que personnel. Même si en pratique, vu la précision de nos organes de mesure, tout se passe très bien, on arrive à se mettre d'accord vu les vitesses et les altitudes différentes que nous éprouvons quotidiennement. Xavier, est-ce que cette assimilation du temps et de la durée parle aux philosophes? Ah ben, totalement, d'autant que cette accumulation du temps, dans certains cas rares mais avérés, elle peut être désordonnée et elle peut être en rupture avec l'ordre de succession des événements tels qu'ils se sont déroulés. Par exemple, en 1926, il y a le psychiatre français Ribot qui fait état d'un cas qui est assez extraordinaire qui s'appelle l'homme de Fontainebleau et qui est un homme atteint de paramnésie, donc relation de la fausse mémoire par rapport à un faux temps. Il a comme patient un jeune homme qui est banquier, très heureux, qui a épousé une jeune femme aussi, et ils ont l'habitude de se promener à Fontainebleau. Bon, et comme souvent on fait, ils sont jeunes, ils viennent de rentrer dans la vie, et donc ils s'imaginent qu'ils auront un jour une maison à Fontainebleau, et puis c'est une espèce de rêverie du dimanche très agréable. Seulement, lui va, suite à un trouble de la mémoire, réordonner les événements tels qu'il les a vécus à Fontainebleau et se persuader qu'il a effectivement une maison à Fontainebleau et qu'il vit à Fontainebleau. Et son épouse, alertée, va prévenir donc ce médecin, Ribot, et puisque son épouse nie la réalité des événements tels que lui la vit, à savoir qu'il a quantité de souvenirs extrêmement précis de sa vie à Fontainebleau, eh ben, il va annuler dans sa mémoire l'existence de sa véritable épouse pour la remplacer par une épouse qu'il attend à Fontainebleau. C'était ça le but, non? Oui, probablement, oui, oui. Autrement dit, là on a affaire, pour conclure, à un paradoxe qui est absolument passionnant, puisque c'est
une fausse mémoire, une fausse connaissance du temps qui est due à une réorganisation des souvenirs tels qu'ils ont été vécus et donc à une négation de la chronologie externe que tu évoquais. Ouais, c'est intéressant ça, parce que quand tu as commencé à évoquer le temps, moi c'est le temps psychologique. Le temps, en fait, tout le monde sait ce que c'est au premier ordre. On a tous une perception très claire de ce qu'est le temps. C'est la succession des événements de nos vies. Et là, je trouve ça fait intéressant en fait de se dire que même ce temps-là, il est relatif en fait. Il y a certains individus qui réorganisent ce truc. Même nous, hein, je pense qu'on inverse des souvenirs, ou on crée même des souvenirs, hein, une chose comme ça. En général, à un certain âge, quand on se dit ah oui, ce truc ça s'est passé il y a 3 ans, et qu'après on vérifie en se prenant la tête, on dit ah non, c'était il y a 7 ans ou 8 ans, on voit déjà qu'effectivement on a un petit problème. Mais il y a une rencontre avec Francis Eustache, avec des spécialistes de psychologie, de neuropsychologie, qui vont être très éclairantes, que je vous recommande d'écouter, sur cette perception interne du temps qui est très importante, qui participe à notre construction de ce qu'on appelle le temps, et donc les paradoxes, la façon qu'on a d'envisager ce concept, est évidemment très dépendant de la façon dont nous la vivons physiquement, parce qu'on voit bien les voitures se déplacent comme si, les pendules, mais aussi notre perception interne. Et tout ce mélange-là fait quelque chose qui n'a plus de sens, en tout cas pour la physique, à qui on ne peut pas donner un sens, ou alors qu'un sens individuel, y compris par la physique, sans parler des questions pathologiques que tu soulèves. Enfin, s'il est possible de faire circuler un micro, je suis tenté de donner la parole à la salle s'il y a des questions. Ouais. Est-ce que c'est correct de définir le temps par le mouvement et l'énergie et tout ce que ça... Eh bien, en physique, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, il y a une façon de définir le temps par l'évolution des systèmes, par la dynamique. Donc, par le mouvement, c'est une chose, mais Étienne Klein en dirait beaucoup plus. Le mouvement n'est pas tout à fait pertinent pour définir le temps. Il y a une façon de temps qu'on appelle le temps, disons, thermique, le temps thermodynamique, le fait que les transformations d'un système permettent, et les transformations irréversibles, permettent de classer les états d'un système les uns après les autres et permettent d'établir une succession avec éventuellement une causalité, mais permettre d'établir une succession. Donc en physique, plutôt la façon opérationnelle, métrologique d'établir le temps, c'est par l'intervalle de durée qui sépare 2 événements successifs et éventuellement qui se répètent périodiquement, ou en tout cas qui se répètent périodiquement ou pas, c'est pas très grave, et on accumule toutes ces durées, et donc il y a un mouvement d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être un mouvement de pendule, un mouvement planétaire, donc d'une façon c'est lié au mouvement, mais quand on parle d'horloge atomique, cette fois-ci c'est pas du mouvement des atomes dont il est question, c'est les fréquences de transition entre des niveaux d'énergie des atomes. Donc là ça serait plutôt lié à des niveaux d'énergie dans les atomes, mais toutes ces choses sont pas complètement déconnectées. Mouvement, temps, énergie, fréquence, toutes ces choses sont liées en physique. Et un truc intéressant là-dessus, c'est en termes de métrologie, c'est l'inverse qui se passe. Alors c'est un peu hors sujet, mais le truc qui est en termes de métrologie est bien défini, c'est précisément le temps avec les horloges atomiques. Et notre échelle de distance métrique, étalon aujourd'hui, elle est définie en partant du temps et en passant par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que le mètre étalon, c'est je ne sais plus quelle fraction de temps parcouru à la vitesse de la lumière. D'accord, mais par exemple, est-ce que sans force ni énergie, le temps pourrait exister? Il suffit qu'il y ait une transformation, il suffit qu'on puisse... si quelque chose n'évolue, s'il n'y a pas de temps, les choses n'évoluent pas, puisque ça évolue dans le temps, mais on voit que c'est récursif, ouais, ça se mord la queue, l'argument se mord la queue, la question du temps est vraiment difficile. Je pense qu'au point de vue, si on voulait donner une définition comme ça, je pense que vraiment la décision opérationnelle d'observateur, ça c'est un point important pour un physicien. Il y a un observateur, il regarde le monde, il fait des mesures, il dit des choses. Et après, éventuellement, il y a un autre observateur, ils échangent des informations et ils comparent leurs mesures. Et cette division-là opérationnelle, à mon avis, elle est au risque de coller sur le terrain, mais je pense que la seule qui est vraiment opérationnelle, c'est de dire le temps, c'est quelque chose qui est défini par accumulation de durée, et j'ai un système qui me donne des durées qui séparent 2 événements. Il y a un truc qui se fait, il y a un autre truc qui se fait, il y a un autre truc qui se fait, périodique ou pas, c'est vous essayez de le faire périodique pour avoir des durées successives que vous pensez égales, mais c'est pas un problème, et vous accumulez ça. Les clepsydres, les durées de vidange sont pas les mêmes. Pour perdre 1 litre d'un énorme tank de 10 mètres cubes, le premier litre perdu sera perdu plus vite, en un temps plus court, en une durée plus courte que le dernier litre perdu, simplement parce que la pression dans le tank est moins grande. Donc c'est pas très grave, c'est une façon de construire une échelle qui permet d'ordonner les événements et de leur attribuer une étiquette. Cette échelle, on la préfère linéaire, elle pourrait être violemment non linéaire. Par exemple, l'idée que l'univers est né, entre guillemets, il y a 13,8 milliards d'années, c'est parce qu'on utilise une échelle de temps linéaire, par accumulation, addition. Mais on pourrait dire, quand 2
deux galaxies, quand la distance entre deux galaxies double, j'appelle ça une unité de temps. Et donc à l'inverse, quand je rejoue, eh bien, je divise toujours par 2, l'unité de temps devient de plus en plus courte et je repousse à l'infini la naissance, disons l'origine de l'univers, si tant est que ce mot ait un sens. Donc l'échelle que vous construisez va influencer la façon dont vous allez compter le temps comme accumulation de ces durées successives. Vous pourriez prendre une échelle linéaire, une échelle logarithmique ou toute autre chose. C'est pas très important. Le but final, c'est de pouvoir donner des études pratiques, c'est de donner des étiquettes aux choses pour les ordonner, créer une chronologie. Mais cette chronologie montre, la physique relativiste montre qu'on peut renverser l'ordre chronologique de deux événements en changeant de référentiel, en étant un autre observateur. Deux événements successifs deviennent dans l'autre sens, observés dans l'autre sens, s'ils ne sont pas causalement connectés. Et là, on revient au point fondamental de la causalité en physique. Deux événements causalement connectés seront toujours l'effet après la cause, toujours avec un intervalle de durée, une durée qui les sépare qui peut être différente, mais il y aura toujours l'effet après la cause. Alors que deux événements qui sont sans rapport causaux, vous pourriez les observer dans un ordre chronologique qui n'a rien à voir. Et là, peut-être revenir à cette situation psychologique curieuse d'inversion des souvenirs, d'inversion de chronologie des souvenirs. Et justement, cette inversion de la causalité, qui est une sorte d'impossibilité en science, elle peut être vécue dans d'autres domaines. Par exemple, un domaine qu'on n'a absolument pas abordé pour l'instant, qui est un paradoxe en art. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Nelson Goodman, qui a procédé à l'expérience théorique suivante. Imaginez une pièce où il y a un tableau, un original, et sa copie. Vous êtes prêt à entrer dans la pièce, mais vous n'avez pas de connaissances esthétiques, nous n'avons pas de connaissances esthétiques suffisantes pour discerner d'un simple regard l'original de la copie. Et vous rentrez dans la pièce. Vous allez voir un tableau, ils sont disposés l'un après l'autre. Qui vous dit que l'émotion esthétique que vous allez ressentir de plein fouet est provoquée par l'original? Vous ne le savez pas. Peut-être que vous allez ressentir cette émotion esthétique en ayant vu la copie du tableau, et lorsque vous verrez l'original, eh bien cette expérience esthétique sera appauvrie puisque vous l'avez vécue avec la copie. Autrement dit, dans des expériences clairement non scientifiques comme l'expérience esthétique, l'effet peut prévaloir sur la cause. Oui, en fait, notre camarade nous a parlé d'énergie et de temps, et je me demande si c'était pas lié à la mécanique quantique. Non. Mais c'est quand même intéressant, et c'est un autre paradoxe en fait. Donc là on va vers le monde de la mécanique quantique, on n'en a pas trop parlé en fait, dans lequel le traitement du temps est encore un petit peu différent du temps psychologique, du temps de la relativité, des choses comme ça. Et donc l'unité élémentaire un peu de la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle l'action, le quantum d'action. Et ce quantum d'action, il est lié au temps et à l'énergie, c'est-à-dire que c'est le produit des deux, d'une durée et d'une différence d'énergie. Et un des trucs qui est rigolo, c'est que, donc je sais pas si ça répond à ta question, en tout cas ça l'invalide peut-être un petit peu, c'est que si un objet quantique a une énergie qui est parfaitement définie, infiniment précise, et ben dans une certaine mesure on ne sait pas trop comment le situer dans le temps. J'exagère un petit peu en disant ça, mais dans une certaine mesure on ne sait pas trop comment le situer dans le temps. Donc précisément en mécanique quantique, dans le monde de l'infiniment petit qui ne nous regarde pas trop, hein, qui à notre échelle n'a aucune influence, il y a une espèce d'incertitude sur les durées qui est liée inversement liée à la non-incertitude sur l'énergie. Roland, tu parlais tout à l'heure d'objets connectés. D'objets connectés qui sont donc soumis à la causalité. Mais justement, au niveau quantique, qu'est-ce que tu fais de l'intrication à ce moment-là? Bien sûr. Où là, justement, on a un paradoxe temporel, si on veut. On peut en discuter. Oubliez vos questions. Il y a des questions, on va les prendre, quelques questions quand même pour ne pas désespérer le public. Mais effectivement, on en besoin encore une heure ou deux en fait. Je voulais émettre une petite problématique à laquelle M. Lehoucq pourrait commencer à répondre. Les paradoxes temporels, réalité scientifique ou simple résultante logique? Il y a une rime en plus. Oui, en plus il y a une rime. Alors, en science, les paradoxes, s'ils apparaissent, c'est que la théorie qui les fait apparaître, s'ils sont d'authentiques paradoxes, pose question. Donc quand il y a un paradoxe, la théorie est d'une certaine façon invalidée par le simple fait qu'elle contient des choses non cohérentes. Et donc on essaie de construire des théories qui sont cohérentes, donc non paradoxales, et on espère qu'il n'y aura pas contradiction entre cette description du monde et ce que l'on constate expérimentalement dans le monde. Ouais, pouvez-vous, bon anniversaire, pouvez-vous me parler, est-ce que le temps existe à 0 degré Kelvin? Alors,
Une remarque, mais qui n'est pas pour vous être désagréable, mais qui va m'être utile pédagogiquement. On ne doit pas dire 0 degré Kelvin. C'est la fameuse question de l'agrégation de physique, sujet de l'agrégation de physique, mesure et repérage de température. Vous avez 1 heure. Si vous dites degré, il s'agit d'un repère. Vous avez construit l'équivalent en température d'une chronologie et qui vous sert uniquement à repérer des degrés de chaleur, comme on disait à l'époque. Si vous dites mesure, vous mesurez quelque chose d'absolu qui ne se produit pas sur une échelle que vous aurez construite. Le Kelvin, c'est une mesure de température. Le degré Celsius, c'est un repérage de température. Vous voyez, ça rigole pas la physique. Il faut être précis dans les mots. Je dis ça, j'utilise, et merci de l'imprécision de votre question de ce point de vue-là, pour me permettre de dire que voilà, le repérage du temps, ce n'est pas comme la mesure des durées. On ne mesure pas le temps, on repère le temps et on mesure les durées. 0 Kelvin dit 0 absolu, la plus basse température, le plus bas état d'énergie qu'on peut atteindre. Il y a des choses, alors c'est quelque chose, c'est comme la vitesse de la lumière. On peut tendre vers sans jamais l'atteindre exactement, on s'en rapproche extraordinairement près. En un temps extraordinairement près, on, comme on dit, fige la matière en ce sens qu'elle évolue très peu. La dynamique des systèmes est très lente et c'est une raison pour laquelle on essaie de mettre des atomes à ces températures extraordinairement basses, 1 milliardième de Kelvin, 1 milliardième au-dessus de 0, qu'on n'atteint jamais exactement mais vers lequel on peut tendre. Et donc, d'une certaine façon, oui, à 0, un tout petit peu au-dessus, il ne se passe plus grand-chose, mais les systèmes peuvent évoluer. Je peux les solliciter, les éclairer, ces atomes, recevoir la lumière qu'ils réémettent et déduire des choses sur leur état interne. En même temps, il y a des situations dites à 0 Kelvin, à très basse température, où il se passe plein de choses, dans des états où, cette fois-ci, il faut tenir compte, non pas que de la thermodynamique, disons, classique, mais aussi des effets quantiques qui se produisent dans un gaz à très basse température, qu'on appelle un gaz dégénéré. Et l'énergie d'un gaz dégénéré est non nulle, alors qu'on s'attendrait qu'à 0 Kelvin, la température, disons, la plus basse ou très proche, l'énergie soit nulle ou très faible. Eh bien non, l'énergie d'un système dégénéré et qui se traduit d'une autre façon par très proche de 0 Kelvin, peut être non nulle et même très grande. C'est ce qui se produit dans des astres dégénérés comme les étoiles à neutrons. J'en dis pas plus, sinon on est foutu dans les 5 minutes qui restent, mais donc il y a un peu oui, un peu non, ça dépend d'où, et la vie est compliquée. En physique, la vie est compliquée évidemment, mais beaucoup moins que dans la vraie vie, je vous rassure. La vraie vie est vraiment compliquée.